C'est pour Kaobaki que vous avez été chercher Lanverne. C'est pour Kaobaki que Lanverne a abandonné son film. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a entre vous trois? Vous avez une dette envers lui? Lanverne en a une? Kaobaki lui a sauvé la vie? Qui est ce Kaobaki? C'était l'un des nôtres. Vous voulez dire qu'il était du SDEC? Non. Je me suis mal exprimé. C'était un de nos compagnons de guerre. Plus que ça, même. Vous dites était? Il est mort? Oui, je crois. Je souhaite qu'il soit mort. Vous savez, mieux vaut mourir abattu que finir comme un rat empoisonné dans son trou. Je sais pas comment vous expliquer. Parce que tout ce que je peux dire sur Kaobaki fait ricaner aujourd'hui. Honneur, courage, devoir, fidélité. Now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules of bubble mice, yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 14, épisode 27. Cette semaine émission, l'honneur des vaincus, la peine des hommes et la gloire du combat. On fait un crochet par Kiev, mais aussi dans l'œuvre d'un homme qui pensait toujours à l'Indochine, même s'il était né en France, car le Mékong coulait dans son sang, mêlé avec l'Occident. Il pensait toujours à l'Indochine comme un paradis perdu, comme une femme qu'il n'a pas connue. Eh oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qu'elle est mieux que les autres. Et donc au programme, ce soir, nous parlerons de deux films réédités en DVD et en Blu-ray. Le premier, Objectif 500 millions de Pierre Schondorfer, édité dans la collection Make My Day chez Canal+. Et donc nous en profiterons pour revenir plus largement sur la carrière du cinéaste romancier. Et ensuite, parce que c'est d'actualité et ça tombe bien, nous allons parler d'un film réédité chez Artus Film, Le géant de la steppe de Alexandre Ptushko, donc film soviétique sur un héros ukrainien, ça tombe bien, dis donc. Et donc pour parler de ce jeu, pour un moteur de cette table, il y a bien évidemment la fine Fleur de la critique du Grand Ouest. À ma gauche, toujours à ma gauche, il y a carrément Fleuret. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à tous. Il y a aussi Justine. Bonsoir Justine. Bonsoir. Le docteur Erwan n'est une fois de plus pas des nôtres ce soir, car il est comme la semaine dernière au pays de la brioche, donc chez les briochins, comme on dit à Saint-Brieuc. Mais donc pour parler de toutes ces questions d'histoire et de géopolitique avec nous, il était déjà venu il y a quelques années dans cette émission, c'est Maxime. Bonsoir Maxime. Bonsoir. À la mise en son de cette émission, bien évidemment, il y a Valentin. Bonsoir Valentin. Bonsoir. Donc rapidement, avant de passer aux festivités qui promettent, donc agenda rapidement, agenda local, il y a saut de merde. Il va jeter un saut de merde. Merci, il est bon, j'avais oublié que j'avais mis une virgule maintenant. Oh là là, bravo Valentin. Ça c'est un spécialiste et un professionnel. Merci, c'est moi qui ai merdé. Donc les agendas, disais-je avant d'être interrompu par le saut de merde jeté sur Gérard Jugnot. Donc demain au tambour, soirée Panic Celtic, les fans de Mano s'en rappelleront, donc leur premier album en 1998. Culte. C'est que ça, exactement, suivi après de Fesnos de Paname 2 ans après. Mais donc soirée Panic Celtic en lien avec... T'avais des notes pour le dire, pour avoir la discographie là où tu Non, je me rappelle. Attends, super. Mes frangins avaient les deux albums, hein, donc en lien avec l'exposition qui a commencé ce week-end au Champ Libre jusqu'à la fin de l'année, donc qui s'appelle Celtic, que je suis allé voir, qui est pas mal d'ailleurs. On peut pas emmener vos enfants, c'est plutôt bien fait, voilà. Et donc il y aura deux films en rapport avec la celtitude. Donc à 18h, si vous aimez rigoler, il y a Lancelot du Lac de Robert Bresson, et si vous aimez être un peu triste, à 20h30, il y a Monty Python Sacré Graal de Terry Jones et Terry Gilliam. Donc voilà, un double programme chamarré et super, alléchant. ouais. Voilà, beau double programme. Sortie nationale, donc demain plusieurs choses qui vont nous intéresser. Alors dans un registre peut-être moins festif que ce qui va suivre, il y a Bruno Redal, Confession d'un meurtrier de Vincent Leport, qui passe au Ciné TNB donc à partir de demain. Justine en pense déjà le plus grand bien et nous en parlerons la semaine prochaine.
Sinon, pour Thibaut, parce que un petit gars du Sud, il y a Le Temps des Secrets de Christophe Baratier, donc la fin de la trilogie Top Pagnol après La gloire de mon père et Le château de ma mère, avec un super casting, puisqu'il y a notamment François-Xavier Demaison, toujours dans les bons coups. Il n'y a pas Daniel Auteuil ? Non, Daniel Auteuil, il avait fait sa propre version avec, mais c'était pas du Temps des Secrets, tout ça, c'était La fille du puisatier et tout, voilà. Oh, papé! Voilà, sacré Daniel. Sinon, il y a le nouveau film de Bully Lanners comme metteur en scène 5 ans après les premiers et les derniers, donc c'est son 5e long métrage, si je ne m'abuse, L'ombre d'un mensonge, film qu'il a tourné sur les îles au nord de l'Écosse. Donc moi ça m'intrigue parce que c'est plutôt un bon metteur en scène, Bully Lanners. Et pour les esthètes, pour les amateurs, il y a 2 films, attention, 2 films qui vont nous intéresser. Alors, pour commencer, il passera normalement ce week-end à Rennes, donc là je vais aller le voir, c'est le nouveau film de ce taré indien de S.S. Rajamouli qui avait réalisé il y a quelques années le diptyque Bahubali, film d'action absolument monumentaux, et qui revient avec un film qui a l'air absolument démentiel si vous aimez les couleurs, la bagarre et le nationalisme indien. Je sais pas comment le prononcer, mais ça fait RRR. Il n'a aucun rapport avec le film des Robins des Bois, mais en tout cas ça promet d'y avoir plein de bagarres, et je vous conseille d'aller voir de manière générale les films indiens qui passent au Gaumont. Ils font une séance par mois, c'est toujours chamarré, il y a toute la communauté indienne et pakistanaise de Rennes et moi au milieu. Je comprends strictement rien aux blagues, les gens rigolent à des vannes que je ne comprends pas, mais toujours tout le monde a l'air hyper enthousiaste, ça tape dans les mains, ça chante pendant les chansons et tout, c'est absolument formidable. Et il dure combien de temps celui-là ? Oh, il doit durer 2h30 je pense. Ouais, j'ai souvenir qu'il durait assez longtemps les films indiens. Non, ça dépend, en fait ils ont de plus en plus tendance à se rapprocher de la durée des films. Ils s'occidentalisent. Ouais, il y a pas mal de films de genre 2h15 ou tout comme ça. Les grandes sagas épiques font 2h45 ou alors comme les Bahubali, 2 films de 2h45, mais ça c'est vraiment pour les très grosses prods, les grands films historiques et révisionnistes. Mais voilà. Mais si tu aimes les expériences immersives liées musique et cinéma, tu peux aussi aller voir des retransmissions de concerts. Il y a eu les concerts des BTS, le groupe de K-pop. Non, moi j'étais allé voir celui de Oasis, le live de salle 2 ambiances, mais Anne Bourse de 96, merveilleux live, Thibaut, vous serez d'accord avec moi. Tout à fait. Et donc, pour rester dans un registre pétaradant, c'est le retour de l'artificier en chef, du meilleur des meilleurs, du king des kings, du patron, du roi du pétage de plomb. Michael Bay revient demain en salle, car son dernier était sorti directement sur Netflix, Six Underground, on en avait parlé ici avec enthousiasme, et donc ça s'appelle Ambulance, avec Jack Gyllenhaal qui va faire des courses dans Los Angeles contre des flics pas gentils qui lui en veulent parce qu'il fait des braquages et qui prend des belles ambulancières en otage. Ça promet. Les retours sont très bons. Ce qui n'arrive pas toujours pour les films de Miguel, mais là en tout cas ça promet, j'ai très très hâte, et on en parlera bien évidemment aussi la semaine prochaine, ce qui nous fera un beau double programme très cohérent entre Bruno Redal et Michael Bay. Donc en tout cas ça promet, je pense qu'on va bien rigoler. Donc voilà, il n'y a pas de news, il se passe pas grand chose dans le milieu du cinéma là, c'est déjà pas mal, au moins avoir 3 films cette semaine, là c'est rare, là je suis tout excité comme un jeune, comme on dit. Il me semble qu'au Marquis de Sade jeudi il y a le retour des morts vivants. Ah oui, avec 97 mm. Voilà, donc superbe variation initiée par Dan O'Bannon. Exact. Voilà. Donc voilà, donc c'est en général vers 20h15, 20h30. Ouais. Et puis si vous arrivez trop tôt, vous pouvez toujours boire un canon au Marquis. Exactement, bravo. On fait fonctionner les petits commerces ici. Donc voilà, on va s'arrêter là, on va passer à la section critique de cette émission. Nous allons pouvoir replonger dans un monde merveilleux, dans le monde avant qu'on utilise des acronymes barbares comme DCRI, puis maintenant DGSI, DGSE, FNSEA, à une belle époque dans les années 60 où on parlait du SDEC, on parlait de la DST, on parlait des RG, on parlait de l'OAS, on parlait du SAC, on parlait du FLN, à l'époque où le tigre aimait la chair fraîche et le gorille se parfumait à la dynamite, là, le monde merveilleux des années 60, de la guerre et des barbouzes, un monde d'honneur, un monde de violence, un monde de femmes à qui on fout des claques dans la gueule et à qui on tuait où le préfet Papon balançait des Algériens dans la Seine et tout le monde en avait rien à foutre. Bref, les merveilleuses années 60, les années de la liberté, les années de l'honneur, de la police plutôt que du reste de l'honneur. Mais en tout cas, donc, nous allons parler notamment de tout ça. Et tout de suite, un petit extrait de musique pour se mettre en jambes. Il n'y a que 3 métiers pour un homme. Roi, poète ou capitaine. Malheureusement, je suis pas poète. Vous êtes toujours dans
En attendant Godard sur Syllab, et donc on a entendu un extrait de Objectif 500 millions de Pierre Schoendorfer, suivi d'un extrait de la bande originale de L'Adieu au roi de John Milius, composé par Basil Polidoris, adaptation d'un roman de Pierre Schoendorfer à la fin des années 80. Et donc de Pierre Schoendorfer, comme je le disais, il va en être question dès à présent à l'occasion de la réédition en DVD Blu-ray chez Canal dans la collection Make My Day de Objectif 500 millions, qui était le 5e film de Pierre Schoendorfer. Et donc on va revenir un petit peu avec mon camarade Maxime, qui est un camarade aussi qui a de l'honneur dans le sang et qui a un peu quand même travaillé sur Pierre Schoendorfer, donc sur la carrière du cinéaste romancier, qui est décédé il y a 10 ans, parce qu'il est décédé le 14 mars 2012, si je ne m'abuse, qui était né donc en 1928, un Alsacien, et oui, donc ça arrive, qui tout jeune, qui lui est fils de... Non, il n'est pas fils de Diplomat, c'est pas lui, c'est Chauvel, ça. Mais qui décide très jeune de s'embarquer sur la mer, car comme tous les gens qui habitent dans ces régions obscures à l'est, ils savent pas ce que c'est que la mer, donc du coup tout de suite ça l'intéresse. Il va aller sur un petit caboteur suédois, si je ne m'abuse, et un jour arrive quand même patatras la guerre. Il se dit que pourquoi pas aller vivre des aventures, parce que c'est un jeune homme un peu perdu, et donc il voudrait aussi bien aller voir le monde, parce qu'il pense qu'il a loupé le grand événement de son siècle, qui est donc la Deuxième Guerre mondiale. Et donc il s'engage au service cinématographique des armées, et à l'âge de 22-23 ans, il est catapulté donc en Indochine en 1952, et pendant 2 ans il va être sur le théâtre des opérations à filmer et à suivre ses camarades avec le corps expéditionnaire contre l'armée de Ho Chi Minh, l'armée de libération du Vietnam et de l'Indochine. Et donc il sera notamment parachuté à Dien Bien Phu jusqu'à la défaite française en mai 1954, et après il restera pendant plusieurs mois dans les camps d'internement de rééducation vietnamiens avec beaucoup de ses camarades, dans lesquels plus de 7000 soldats français vont périr avant d'être libérés suite à des accords qui ont un peu tardé. Et il va décider, plutôt que de rentrer directement en France, finalement, de finir son tour du monde en passant par le Pacifique, en passant par l'Amérique, avant de revenir en France. Et c'est au cours de ses pérégrinations qu'il rencontrera une personne qui va être très importante pour la suite de sa carrière et même de sa vie d'homme, qui est Joseph Kessel, donc, qui était déjà un écrivain connu. Ils vont apprendre à s'apprécier, apprendre à se connaître. Ils partagent une certaine philosophie de la vie qui serait assez commune. Et en même temps, en Indo, il va rencontrer un futur chef opérateur bien connu qui est Raoul Coutard, qui sera le chef opérateur de tous ses premiers films, avant que Raoul Coutard décide de s'allier avec des maoïstes et des communistes comme Jean-Luc Godard. Mais Ce qui est étonnant, parce qu'à la fin, Coutard a viré très extrême droite. Oui, même les films qu'il a fait après, ouais. Coutard, c'est quand même c'est pas vraiment le premier des gauchistes. Hein, mais, et donc, tout ce petit monde-là va se rencontrer, et grâce à Kessel, en fait, Pierre Schoendorfer co-réalisera en 1958 son premier film, La Passe du Diable, filmé en Afghanistan avec un autre cinéaste pas vraiment gauchiste, qui est Jacques Dupont, lui qui était plutôt, on va dire putschiste, la droite de la droite, de la bonne droite. Ouais, quoi. voilà, c'est ça. Quoi. Donc, une fois de plus, pas vraiment un passion gauchiste, qui, je pense, a beaucoup participé à cataloguer Pierre Schoendorfer à un moment donné dans des cinéastes soit vieille France, soit de droite. Lui-même, on en reparlera, de toute façon, je pense, de par certaines de ses acquaintances amicale. Et donc après ce premier film là, il va enchaîner avec 2 autres films, Ramon Shaw et Pêcheur d'Islande. Il y en a un, c'est une vraie adaptation d'un roman de Pierre Loti, et l'autre, il n'en emprunte que le titre, mais il en profite plus pour faire un film sur la marine marchande. Et le gros succès, le choc, vient en 1965 avec son 4e long métrage basé sur son propre roman, donc la 317e section, avec Jacques Perrin et Bruno Kremer. Il va donc révéler Bruno Kremer au grand public, et cette image de baroudeur qu'il se traîne donc dans le film lui collera à la peau pendant très longtemps, même si lui-même il reviendra de manière plus ou moins volontaire ou plus ou moins consciente au fur et à mesure de sa carrière, que ce soit avec Schoendorfer ou dans d'autres films comme par exemple De bruit et de fureur de Brissot. Et donc c'est un film qui va connaître un immense succès, qui va avoir une influence formelle aussi très très forte, que ce soit dans le cinéma français, mais peut-être surtout plus dans le cinéma américain. Ça va inspirer beaucoup de cinéastes qui feront plus tard dans leurs films sur la guerre du Vietnam
notamment Oliver Stone en 87 quand il fait Platoon. Et avant de parler plus de Objectif 500 millions, de toute façon, on peut déjà s'arrêter sur les mythes qui sont mis en branle par Schoendorfer dans son cinéma et dans ses romans de manière générale, puisqu'il a écrit 5 romans qui ont tous été adaptés au cinéma, 4 par lui et donc un par John Milius. Et qui est vraiment à l'œuvre dans la 317e sélection et qu'après il va retravailler dans ses différents films et ses différents romans. Donc je disais, Schoendorfer, cinéaste plutôt catalogué à droite, parce que donc avant d'être un écrivain ou être un cinéaste, c'est surtout un militaire, un ancien soldat, et qui aura donc connu vraiment le théâtre des opérations, qui aura connu l'internement, qui aura vu la mort en face et qui l'aura filmé. Et c'est quelque chose qui va durablement traverser et travailler toute son œuvre, que ce soit en tant que cinéaste ou en tant que romancier, sur la question des mythes et des hommes, sur la question des soldats perdus et sur les guerres de décolonisation, dans une tentative pour comprendre pourquoi est-ce qu'il y a une certaine radicalité chez beaucoup d'anciens soldats après que l'Empire français ait perdu l'Indochine et ait perdu l'Algérie, et comment est-ce que ce sentiment de trahison qui avait pu avoir lieu chez les soldats ou les anciens colons, donc un sorte de ressentiment contre l'État français, a pu se mettre en branle, et on est arrivé du coup aux extrémités d'attentats, donc de l'OAS en Algérie, du putsch raté par un carteron de général en retraite, un carteron de généraux en retraite, comme disait mon général de Gaulle. Mais donc ça traverse toute son œuvre, essayer de comprendre pourquoi ce genre de personnes on peut arriver à des extrémités telles, et surtout essayer de comprendre ce qui fait d'une escouade, ce qui fait d'une armée un mythe, qui est quelque chose dont Milius a lui-même beaucoup parlé dans sa propre filmographie, dans beaucoup d'interviews. C'est-à-dire que si tu comprends pas, par exemple, que le corps des Rangers américains c'est un mythe, tu peux pas faire de film dessus, parce que tu comprends pas intrinsèquement qu'est-ce que c'est qu'un corps d'armée et qu'est-ce que c'est qu'une troupe d'hommes prise dans une situation telle qu'ils sont obligés de tuer les gens en face. Et ça traverse toute sa filmographie et toute son œuvre romanesque. Donc il y a à chaque fois un travail de circulation entre les romans et entre les films. Il y a certains éléments de romans qui vont se retrouver dans d'autres adaptations, et inversement, ça va être les films qui vont nourrir les romans qu'il aura pu écrire après, justement. Et c'est quelque chose qui est assez fascinant chez lui, c'est qu'il n'a pas vraiment une grosse filmographie une dizaine de films en gros et 5 romans, mais ce sont des éléments qui se nourrissent et qui se circulent de manière perpétuelle, et jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à son dernier film en 2003, donc Là-haut, un roi au-dessus des nuages, qui est un livre qui était paru en 1977. Il y a aussi les mêmes questionnements, le même retravail, les mêmes figures qu'il va essayer de re-questionner, avec souvent les mêmes acteurs. Dans Là-haut notamment, donc on retrouve Bruno Kremer, on trouve Claude Rich qui l'avait fait tourner dans Le Crabe-Tambour, on trouve Jacques Dufilot qui avait tourné dans 2 ou 3 autres de ses films aussi. Et où du coup finalement la question et Perrin aussi évidemment, et où la question en fait de son propre cinéma et des anciens films qu'il a fait vont servir d'image d'archive à son propre cinéma et servir de matière à faire des flashbacks dans ses propres films, un truc qui circule constamment et qui irrigue finalement son œuvre. Et tout ça sans morphisme, oui, voilà, très moche, comme on a pu voir dans les... Là, pour le coup, c'est l'intérêt justement de faire une carrière sur 30 ans avec quasiment les mêmes mecs, avec presque la même famille de cinéma, parce qu'il tournera beaucoup avec les mêmes producteurs. Sur les premiers, ça sera Georges de Beauregard, qui rencontrera à la fin des années 50, qui donc, après avoir produit aussi quelques films de la Nouvelle Vague, produira les films de Schoendorfer, dont il est mine de rien un contemporain, même si c'est des gens avec qui il entretient des rapports plutôt distants, que ce soit évidemment en termes de technique, en termes de sujet aussi, parce que lui va dire que la vie quotidienne, c'est pas vraiment le truc qui va l'intéresser, ce sera plutôt justement la guerre et puis les résidus de la guerre, mais en tout cas c'est des choses qu'il va vraiment travailler. Et dans la 317e section, donc pour revenir à ça, c'est vraiment quelque chose qui prend à bras le corps un genre de tournage guérilla. Je crois que c'est au Cambodge qui tourne, ou en Thaïlande, je sais plus, mais en tout cas il essaie de filmer au plus près de là où la guerre du Vietnam a eu lieu, sauf qu'évidemment il pouvait pas tourner parce qu'en l'occurrence la guerre du Vietnam était en train de se dérouler grâce à nos amis américains, toujours dans les bons coups. Mais donc voilà, il va vraiment emmener ses escouades d'acteurs et puis de techniciens au fin fond de la jungle. Ils vont aller crapauter n'importe où, les mecs vont tomber malades, ils vont se blesser, mais Schoendorfer il n'en a rien à foutre, parce que ce qui compte c'est de restituer le mieux possible le vécu des soldats et leurs paroles.
Et ça, c'est quelque chose dans ces films, surtout les films en fait, où on assiste à des combats, comme a dit Dien Bien Phu par exemple. Il y a très peu d'anachronisme en fait, dans ces films, comme on pourrait le voir dans beaucoup de films de guerre. Et lui, il a toujours tenu à respecter vraiment, être plus près de la réalité. Et je pense à Dien Bien Phu, il a carrément réussi à récupérer les avions, c'est les Douglas, il me semble, qu'il a fait venir des États-Unis jusque je crois que c'était au Vietnam qu'il avait retourné pour Dien Bien Phu. Il tourne au Vietnam, justement, ils avaient tourné pour le cinquantenaire de la défaite de Dien Bien Phu. Le film était sorti en 1992 et ça marquait une réunion, une genre de réconciliation, parce que l'armée du Vietnam et le gouvernement avaient prêté leur concours justement pour faire un film dessus, pour essayer de respecter le mieux possible le bourbier que ça avait été et l'erreur stratégique monumentale que Dien Bien Phu avait été. La célèbre cuvette de Dien Bien Phu. En plus, c'est pas vraiment une cuvette en plus. Hein. Non, mais bon, c'était quasiment. En soi, c'était assez. Enchâssé dans différentes collines, mais c'est pas vraiment une cuvette. En soi, c'était pas une mauvaise stratégie de choisir l'endroit de Dien Bien Phu. C'était assez central, ça permettait d'éviter. C'est au nord du Tonkin. Ça permettait d'éviter. Voilà, le Tonkin, c'est le Nord-Vietnam, pour ceux qui n'ont pas avec le Laos, tout ça. Mais bon, l'erreur de l'armée française, ça a été de sous-estimer cruellement les Nord-Vietnamiens qui se sont servis, enfin qui ont transporté tout leur matériel militaire avec des brouettes en fait. Et donc voilà, pris de court et coupé de tout soutien aérien et surtout terrestre, c'était une cuvette, mais c'était un peu leur tombeau finalement, quoi. Et ça, les Américains n'ont pas du tout retenu la leçon, puisqu'ils feront les mêmes erreurs pendant la guerre du Vietnam. De toute façon, dans une guerre de guérilla contre des locaux, t'as quand même souvent peu de chances de gagner tout de suite. En tout cas, tu sais que ça va s'embourber et que ça va être très très long. Hein. Je me demande si même James Ellroy n'en parle pas dans American Death Strip ou American Tabloid. Ouais, en tout cas de la défaite de l'armée française. Pete Bondurant commence. Pete Bondurant, le français, grand Pete. Oui, quand Pete Bondurant commence à aller au Vietnam pour aller magouiller ses trucs, son trafic de drogue. Oui, puis tu revois ça aussi même parce que James Ellroy refait un petit peu un petit historique. En plus, t'as un autre personnage qui arrive après, qui est Mesplate, qui est justement un ancien para de l'Indochine, ancien de l'OAS, tout ça. Donc effectivement, c'est des trucs qui sont retravaillés. Et tu vois que de toute façon, ce mythe de la défaite française qui nous colle à la peau quand même depuis un bon paquet d'années et qui est assez justifié, c'est vrai que ça participe aussi de cette mythologie justement des soldats perdus, qui sont donc les soldats qui sont restés en Indochine, soit morts sur place, soit morts dans les camps, et c'est quand même une grande mythologie du mythe du soldat français, qui a, mine de rien, été assez peu traité à l'écran. En tout cas, dans les films sur la guerre d'Indochine, il y en a très peu. Donc, il y a principalement les films de Schoendorfer, il y a un ou deux films de Dupont, et il y avait aussi il y a un autre cinéaste qui avait fait 2-3 films, dont Le Fort du Fou, par exemple, mais qui lui était plutôt justement anticolonialiste et plutôt gauchiste, mais des films qui ont en général eu beaucoup de mal à se faire produire. Et après, sur la guerre d'Algérie, même si on en a un peu plus, le corpus est un peu plus important, ça a quand même aussi mis beaucoup de temps, parce que la bataille d'Alger, c'est un film italien. L'État français était vraiment pas super chaud pour que Pontecorvo fasse son film. Alors que là aussi, pour le coup, la bataille d'Alger, grand film de guérilla et de tactique urbaine, dont le film était étudié par nos amis de la CIA pour savoir comment lutter contre ces putains de métèques en Amérique du Sud, et pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à les battre, sapristi. Parce qu'une fois de plus, la guérilla, il n'y a que ça de vrai. On pense à nos amis russes en ce moment, qui sont aussi embombés dans les mêmes tactiques. Et donc sur la 317e section, il va réussir pour le coup à mettre en branle un mythe de cinéma sur la figure du soldat français, donc à travers ces deux personnages, qui est le jeune lieutenant qui est joué par Jacques Perrin et le sergent Wilsdorf qui est joué par Bruno Kremer, qui pendant la Seconde Guerre mondiale était un malgré nous, donc était alsacien et lorrain embauché dans l'armée allemande parce qu'ils faisaient partie de l'Allemagne, donc ils n'avaient pas le choix, et qui, une fois la libération survenue, du coup se battent pour le camp français et donc sont allés battre en Indochine ou bien en Algérie. Et donc, il y avait de nombreux soldats allemands aussi qui avaient été incorporés ou à qui on avait laissé le choix de joindre la Légion étrangère et qui ont combattu en Indochine. C'est vrai qu'on pense pas assez à nos amis de la Légion aussi. Où justement, la Légion étrangère, puisqu'on en parle, on la voit justement dans Objectif 500 millions, qui est donc le film qui fait un an après la 317e, où Schoendorfer voulait quand même montrer aux producteurs qui n'était pas que l'homme qui filme des soldats, qui filme la guerre, qui était un cinéma de baroudeur. Il voulait montrer que même en termes techniques, il était compétent et qu'il pouvait faire d'autres choses. Donc là, il se lance dans ce qui s'apparente plus à un polar, un genre de film de braquage, dans lequel quand même donc, joue Bruno Kremer, qui joue un ancien soldat baroudeur indo-Algérie.
on comprend quand même plus ou moins qu'il a fait partie des putschistes et qu'il a fait partie de l'OAS durant la guerre d'Algérie. Et donc, il arrive en France, il est déshonoré, il a perdu son grade de capitaine. Et donc, il va tomber sur une femme, une genre de femme fatale, incarnée par Marie-Isabelle, quelques années avant qu'elle fasse ce danger diabolique avec Mario Bava, et qui donc va l'emmener sur le théâtre d'un braquage avec un ancien collègue de Bruno Kremer, mais qui est un mec qui la poucave, et c'est à cause de lui qu'il a été en prison, donc ça c'est pas cool. Et donc ils vont faire un détournement d'avion pour récupérer un magot avant de pouvoir s'enfuir. Et donc dans ce film-là, évidemment, traversé par les mêmes problématiques que du cinéma de Schoendorfer, donc on voit évidemment beaucoup d'anciens soldats, beaucoup d'anciens légionnaires qui chantent le chant de la Légion, La mort marche avec nous, ce genre Le diable marche avec nous. Le diable marche avec nous, c'est ça, oui. Autant pour moi, qui ose vaincra, ça c'est... Et donc, c'est vrai qu'à travers ce film-là, Schoendorfer arrive à montrer justement un sens de la mise en scène assez classique, mais pour le coup hyper efficace, parce que le film se passe quand même principalement de nuit, c'est éclairé en très basse lumière, et il y a un truc vraiment oppressant pour essayer de montrer un peu l'emprise du territoire français, de la France métropolitaine, sur le personnage de Bruno Kremer, qui est revenu de toutes ses illusions, qui est totalement désespéré et qui se dit que pourquoi pas aller une dernière fois, un dernier baroud d'honneur, quitte à faire un braquage de voyous pour finalement essayer de retrouver un peu d'estime de soi. Le personnage de Kremer est vraiment très contemporain de cette génération qui a fait l'Algérie et à qui on a toujours dit tout petit en fait que voilà, on montrait une carte de la France. Il y avait l'Algérie qui était au sud en disant c'est un département, donc ça appartient à la France. Le soleil ne se couchait jamais sur l'Empire français. Ouais, alors je crois que c'était Churchill qui disait ça pour l'Angleterre, mais bon. Oui, mais ça marche mieux pour nous. Mais voilà, bon, ça marche aussi, on avait un petit truc un peu plus partout. Mais oui, en soi, le film, c'est ça qui est assez étonnant, enfin, passer quand même d'un film de guerre à un film presque noir finalement, un film de braquage, une espèce de Début Cooper avant l'heure, hein, même, où il y a ce braquage en avion où il saute en parachute carrément. Et ce qui est très, très beau, en fait, il y a toute une filiation avec la 310e section. Bon, déjà, c'est Bruno Kremer qui campe aussi un ancien soldat, comme il faisait dans la 317e. Il y a même un moment donné, dans le bar, il prend une photo, et c'est en fait Jacques Perrin en soldat qui est dessus. Donc voilà, il y a vraiment ces connexions. C'est une vraie suite thématique, de toute façon, d'une destinée possible du personnage, même si on apprend dans le Crabe Tambour que finalement il est mort dans le Djebel. Oui, parce que on retrouve le frère de Wilsdorf qui est d'ailleurs joué par Jacques Perrin, donc c'est marrant de voir les connexions. Beaucoup, ça c'est assez drôle. Et il y a une scène que j'aime beaucoup, moi, c'est quand Wilsdorf justement va dans la salle de boxe le soir et il retrouve donc les anciens de la Légion en fait, à qui il propose en fait de faire un coup. En fait, il se rend compte qu'ils sont tous passés à autre chose. Et c'est quelque chose qui n'était pas du tout traité à l'époque, et que les Américains ont mieux fait après coup avec le Vietnam, mais Schoendorfer, presque avant l'heure, en fait, il traite du côté post-traumatique en fait, des soldats. Et effectivement, comme disait Thomas, le côté très désillusion en fait, après l'Indochine, après l'Algérie, et puis bon, il y a aussi les colonies d'Afrique de l'Ouest qui ont eu l'indépendance beaucoup plus facilement. Mais Elles ont été bradées, tu veux dire. Ah, bradées, voilà. On peut le dire, mais il y a vraiment un traumatisme qui se fait, d'où en fait l'OAS et organisation armée secrète, organisation d'armée secrète également, qui ont tenté donc plusieurs attentats sur le sol algérien et français. 5 attentats contre De Gaulle, tous foirés quand même. Les mecs anciens commandos, par contre, c'est pas des flèches. Mais... Le dernier petit Clamart qui a... ça a frôlé. Le chauffeur a réussi à une très belle embardée, mais... Et attentat contre André Malraux aussi. Ah, oui. À l'époque, on était ministre. Ils ont raté ça. Dommage. Mais non, en tout cas, ce qui est vraiment très beau chez Schoendorfer, et c'est là que moi je distingue de cinéastes comme Oliver Stone ou même Coppola qui ont réalisé des films de guerre, c'est que Schoendorfer réalise plus, lui, le film de soldat. Et c'est quelque chose qui est un sous-genre du film de guerre. Un sous-genre du film de guerre, et qui finalement est assez peu traité, où on va brader finalement le film de soldat pour le film de guerre qui est côté plus spectaculaire, plus explosif, alors que le film de soldat va va insister vraiment sur la solidarité, la fraternité qu'on va retrouver, et puis effectivement, comme disait Thomas, tout ce qui est corps d'armée avec ses traditions, alors que ce soit les Rangers ou les Marines pour les Américains,
ou pour nous les fusiliers marins ou la Légion étrangère, ouais. les paras, etc. Il y a eu quelques films de Légion, mais très peu de films français, par exemple. Ouais. Il y a eu des films de Walsh, des trucs comme ça, même un film de Peter MacDonald Avec Jean-Claude. avec Van Damme, effectivement, qui est pas terrible dans mon souvenir, légionnaire. Non. Mais donc effectivement, c'est pas vraiment c'est pas les bien. corps d'armée qui sont plus traités dans le cinéma français. En tout cas, tu sens qu'il y a toujours eu un problème à s'emparer du problème de la grande muette, justement, à moins de faire des films qui sont validés par le ministère des Armées, comme le Chant du Loup, par exemple, de Antonin Baudry, qui est sorti il y a quelques années, mais sinon c'est quand même souvent compliqué de pouvoir faire des films de guerre, en tout cas sur les corps d'armée en France, même si depuis quelques années justement le ministère des Armées met de plus en plus de mailles dans des films. Il y a eu, pas les combattants, mais il y a eu Volontaire avec Diane Roussel et puis Lambert Wilson, et là ils sont encore en train d'en mettre d'autres. Là prochainement sur OCS, t'as une série française sur l'opération Barkhane qui vient de se terminer au Mali là. Il y avait Sentinelle Sud aussi. Oui, c'est ça, ouais. Donc il y a eu quelques trucs comme ça qui essayent de se faire, mais tu sens que l'armée française est vraiment à la traîne pour essayer de rattraper son image qui est quand même pas super glorieuse sur tous les derniers théâtres des opérations, on va dire, du siècle dernier, de manière générale. Même Barkhane, l'image est pas vraiment reluisante. Le Rwanda, j'en parle même pas. Mais c'est des choses qui sont encore hyper tabous. Enfin, on parlait de l'Algérie, dont la mémoire est encore très vive, mais c'est vrai que l'Indochine... Finalement, c'est un cinéma qui est très peu exploité, mais en soi, historiquement, c'est assez peu exploité. Même dans les programmes scolaires, on n'en parle pas du tout, l'Indochine, finalement. Et c'est une guerre qu'on a vite voulu oublier, en fait. Alors que c'est la première défaite 100% française. Oui, voilà, c'est quand même... mais bon, c'était une guerre qui était loin, un peu filmée, tout le monde s'en foutait complètement. Et puis, il y avait finalement assez peu de soldats français qui se battaient là-bas, ce qui était un peu moins traumatisant, à la mesure où pour l'Algérie, c'était des appelés. Et là, par contre, c'était beaucoup plus problématique, on va dire. D'où ce sentiment de vouloir un peu contenter ou satisfaire un peu toute la mémoire. C'est vrai que l'Algérie a été très commentée, que ce soit au cinéma, en série ou à la télé. Et le dernier, finalement, qu'on a vu, vraiment, c'est le film de Florent Siri. Émilie Intime. L'émile Intime, ouais, qui était... Sur la guerre d'Indochine, récemment, il y a eu le film de Niclou, Les confins du monde, qui n'est pas vraiment sur le conflit, mais qui se déroule durant le conflit, justement, avec quand même quelques problématiques entre les soldats et pas mal de locaux. Même il y avait aussi un téléfilm qui avait produit Canal+, je crois que c'était une mini-série. Non, c'était un téléfilm, Soldat Blanc. Oui, d'Eric Zonka, je crois, justement. Ouais, et je crois que c'est avec le petit-fils d'Alain Delon. Ouais, mais c'est pas terrible. Mais non, c'était pas génial. C'est même plutôt nul, d'ailleurs. Ouais. Enfin, bref. Et donc, pour revenir à Schoendorfer, et sur la question de la mémoire de manière générale qui traverse dans son cinéma, et surtout des mémoires assez compliquées quand on en vient à parler d'anciens fils de pute comme ceux de l'OAS, parce qu'il a notamment, je crois que c'est L'honneur d'un capitaine qu'il a dédié à Pierre Guillaume qui pour le coup est quand même un bon gros fils de chien, donc vraiment ancien de l'OAS, ancien putschiste, plutôt vraiment proche des milieux d'extrême droite français, ultra-catholique, tout ça. Il s'est dit mais c'était un compagnon d'armes, et quand tu as connu quelqu'un sur un champ de bataille, de toute façon, peu importe ses idées, tu vas jamais l'oublier, et si tu peux, tu vas toujours lui venir en aide. C'est quand même toute la complexité des rapports humains en temps de guerre. C'est ce que lui-même disait dans plusieurs de ses interviews, et ce que dit aussi son neveu, donc le reporter de guerre Patrick Chauvel. Il en a parlé plusieurs fois, que de toute façon, quand tu es dans un champ de bataille, dans la merde avec des gens, peu importe ce que tu fasses, peu importe les horreurs que tu vas pouvoir voir ou tu vas pouvoir faire, la guerre c'est un miroir grossissant de tous les aspects de la vie, dans les côtés les plus dégueulasses mais aussi les côtés les plus beaux. Donc forcément, quand après tu reviens à ta petite vie peinard en métropole ou bien chez toi, si tant est qu'évidemment le théâtre des opérations ne soit pas dans ton propre bled, finalement effectivement toutes les questions assez triviales du quotidien ne sont rien à côté de ce que tu auras vécu à côté de tes frères d'armes. Ça, c'est vrai que c'est un truc qui revient souvent dans le cinéma américain, même dans le cinéma de guerre russe récent. Ce sont toujours des thématiques sur le retour à la vie classique, on va dire, ce qu'on voit qui sont les problématiques. Qu'est-ce que tu fais quand, genre, en fait, ton frère d'armes, c'est genre un enculé de nazi, alors que toi, t'es communiste? C'était toute la question de la résistance aussi, quand après, tu vois que genre des gaullistes bossaient avec des cocos ou des... genre de choses. Ou la carlingue. Ouais, ça c'est une autre histoire, mais compliqué, la carlingue. Pour ceux qui ne connaissent pas la carlingue, c'était la Gestapo française, 93 rue Lauriston. Donc beaucoup composé de gangsters français qui jouent un peu sur les deux tableaux entre et de la flics. résistance et la collabo. Ouais. Abel Davos notamment, qui a inspiré à Claude Sautet son premier film, Un Classe au risque.
Voilà, écrit aussi par cet ancien collabo de Giovanni. Mais pour revenir sur l'honneur d'un capitaine. Oui, revenons sur. Parce qu'on s'égare, hein, tout ça c'est très intéressant. Mais à la fin de l'honneur d'un capitaine, il y a quand même. Bon, on va spoiler un petit peu, mais c'est l'histoire d'un capitaine décédé qui a fait la guerre d'Algérie et dont le nom est traîné dans la boue en fait par un polémiste. Et donc il y a tout un procès qui est instruit, un procès pour diffamation justement. Et donc la fille. Pour savoir si oui ou non il avait commis des crimes de guerre. Il a autorisé la torture en Algérie. Notamment, ouais. Et sa fille va donc se battre pour réhabiliter son père, d'où le titre L'honneur d'un capitaine, ce qui va être réussi à la fin du film. Mais j'ai souvenir à la fin d'avoir un dialogue assez nuancé finalement sur le propos en disant oui, bon, la réhabilité, mais voilà, il laisse sous-entendre qu'il y avait comme des choses qui étaient passées un peu sous silence. On l'a réhabilité, mais bon, en même temps, Et donc voilà, on voit que ce sont des choses qui sont pas encore totalement réglées et que Schoendorfer avait des rapports complexes avec ça, un peu complexés. Mais bon, il a au moins le mérite de jouer habilement finalement et de pas prendre un parti très tranché à une époque où je crois que c'est 77. Ouais, c'est par là, ouais. Donc Papon n'est pas jugé, tout ça. Voilà, il y a non, pas mal Papon est loin d'être jugé. Pas mal de choses. Papon à l'époque est encore un grand résistant. Ouais, donc, pas mal de choses qui sont encore passées sous silence, mais bon, il a eu au moins le mérite. C'est un des seuls en France qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là à une époque où les archives étaient encore très fermées, ou pas dire complètement fermées. C'est encore le cas. Ça commence un peu à être libéré. Heureusement, il y a des historiennes qui travaillent beaucoup dessus, mais c'est vrai qu'il a eu au moins le mérite de mettre un peu l'épée dans le plat et en tout cas d'ouvrir le débat. Et puis moi-même je trouve qu'en termes formels et en termes justement de pureté et de finesse des personnages, je trouve que dans le cinéma de Schoendorfer c'est quand même un truc qui est très très prégnant, où comme le dit le perso de Kremer dans l'extrait qu'on a entendu en pré-générique, il traite souvent justement de choses qui prêtent à air maintenant, l'honneur, la question de la fidélité à des valeurs, à un corps, pas forcément à un corps d'armée justement, mais qui sont justement plus des thématiques d'écrivains du début du siècle dernier, des Conrad, des Kessel, un peu plus tard des Lartegui, tout ça, des Pierre Loti, qui sont des trucs qui maintenant sont plus vraiment populaires parce que c'est l'érosion du temps aussi qui fait peut-être que l'intérêt pour ce genre d'écrivain est un peu passé, mais qui a été plus réactivé justement dans un certain cinéma américain, notamment le cinéma de John Milius dans la grande majorité de ses films, et donc notamment on va en conclure là sur le film qu'il avait fait en 1989 ou 87, je sais plus, donc Que l'adieu au roi avec Nick Nolte, qui est un film qui est magnifique sur pendant la Seconde Guerre mondiale, un soldat anglais qui en fait s'était échoué sur une île de Bornéo et qui avait vécu comme roi au milieu des locaux justement et qui avait participé à la résistance contre l'occupant japonais. Il avait récupéré déjà un peu l'histoire centrale de l'adieu au roi dans le scénario d'Apocalypse Now avec ce personnage de Kurtz. Qui, pour le coup, le scénario original de Apocalypse Now était beaucoup plus proche de l'adieu au roi que ce qu'on a fait Coppola, qu'on a écrit avec Michael Herr par la suite, quoi. Même quand on le voit dans la version Director's Cut de Coppola, il y a toute la scène de la plantation française. Ah bah ça c'est à mort référencé. Ah ouais, puis il y a une référence vraiment qui est typique, voilà, de l'œuf que le colon français écrase dans sa main en disant voilà, le blanc s'échappe et le jaune reste, et c'est déjà une référence qui avait été utilisée dans la 310e section. Donc voilà. Donc on va devoir ça. Oui, Justine. Oui, non, je voulais compléter parce que du coup tous les thèmes là dont vous parlez depuis tout à l'heure sur le cinéma de Schoendorfer, moi je les revois vraiment. Alors pas forcément au ciné, mais en littérature, je pense beaucoup à Serge Chalandon, donc qui est en fait le fils de Chalandon, qui a été plus ou moins qui a eu un gros attrait avec la Gestapo pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et du coup, donc, toute la littérature de Chalandon vraiment découle de ça. Et il y a un deuxième aspect de la culture là, qui me vient en tête, c'est le podcast La Filière de Philippe Lambs. C'est un avocat pénaliste anglais et dont les parents en fait sont décédés dans les camps de concentration pendant la Seconde Guerre, et lui du coup fait une grosse enquête autour des époux Wächter, qui sont donc les époux qui ont été pareil très en lien avec le nazisme. Ce sont des gens, un couple autrichien. Du coup, ils ont été très en lien avec le nazisme, et en fait, probablement Otto Wächter est un homme qui a commis plusieurs rafles, et du coup, la descendance de ces époux-là, les enfants, ont complètement mis sous le tapis en fait ce qui s'était passé. Du coup, Philippe Lambs, qui est du coup un descendant lui de
de l'autre côté, de gens qui ont subi ça, cherchent à connaître un petit peu la vérité. Et du coup, voilà, donc peut-être que la filiation, si elle se fait pas beaucoup, en tout cas la mise en image dans le cinéma, elle peut peut-être se faire ailleurs, notamment en littérature et à la radio. Très bien, mais je note. Et je recommande aussi par ailleurs les 5 romans qu'a écrit Pierre Schoendoerfer, où pour le coup il manie une vraie belle plume. Il a écrit 6 romans d'ailleurs, j'ai oublié L'aile du papillon qui était sorti en 2003. Il y a vraiment cette poésie qu'on n'a pas beaucoup parlé, mais tout à l'heure tu me montrais l'extrait, tu faisais écouter l'extrait de Un homme peut être soit capitaine, soit roi, soit poète. Schoendoerfer aurait été capitaine dans ses films ainsi que roi, mais surtout dans la vraie vie il aurait été un poète. Voilà, exactement, merci. Donc je rappelle, Objectif 500 millions de Pierre Schoendoerfer est ressorti chez Canal, avec notamment l'entretien de 50 minutes avec François Angelier de Mauvais Genre, qui parle donc du cinéma de Schoendoerfer, et c'est tout à fait passionnant. En plus, la copie est très belle. On va quitter le territoire indo-chinois pour rejoindre un autre territoire en guerre avec notre spécialiste de géopolitique Thibaut, puisque donc on va se diriger du côté de l'Empire de Kiev. Souhaitez-vous regarder un film, Monsieur Phelps? Non, je préfère le théâtre. Aimeriez-vous connaître le cinéma ukrainien? Peut-être pourriez-vous choisir pour moi. Merci. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était le groupe Demain avec la chanson Stalingrad, qui était précédé d'un extrait de Mission Impossible de Brian De Palma, dans lequel on demande à Jim Phelps s'il connaît le cinéma ukrainien. Et donc le cinéma ukrainien, ça tombe bien. Artus n'a pas fait exprès, mais ça tombe pile poil dans l'actu. Donc, il y a Mouromets dans son titre original, film de Alexandre Pouchko de 1956, produit par le parti la Mosfilm. Par le parti du RSS, donc via la Mosfilm, qui était la boîte officielle de nos amis staliniens. Non, c'est pas vrai, personne n'a d'amis staliniens, enfin pas moi en tout cas. Et qui donc parle d'un sujet, on va dire, pile d'actualité assez compliqué à l'époque où la Russie était principalement l'empire kievin, donc dont la capitale était Kiev,
qui bizarrement est en ce moment sous le feu des projecteurs pour les raisons que vous savez. Et donc ça parle justement d'un mythe ukrainien pour le coup, où à Kiev il y a plusieurs statues gigantesques, parce que c'est des soviétiques, donc de Ilya Mouromets, qui est donc un jeune homme plein de dynamisme qui est allé se combattre contre les hordes d'envahisseurs pour sauver l'Empire russe. Et donc Alexandre Pouchko, c'est un réalisateur, un genre de grosse resta du cinéma soviétique à grosse tunasse de l'époque, où il en profite pour faire un film d'aventure pour tout public, pour le coup, film on va dire, légèrement nationaliste, propagandiste, comme nos amis soviétiques savaient le faire, et donc qui appartiendrait justement au registre du merveilleux, plus que du cinéma fantastique ou bien du cinéma d'épouvante, ou même au strict cinéma d'aventure, puisque donc il y aura des monstres et des merveilles, justement. Il y aura plein de petits monstres mignons, des gentils très gentils, des méchants très très méchants, et ils vont se battre contre les dragons à 3 têtes avec l'aide d'une épée magique et d'un géant. En fait tout un mythe qui est là-bas pour le coup est vraiment extrêmement populaire, et que Alexandre Pouchko va mettre en scène avec une débauche de moyens absolument faramineux pour l'époque, en tout cas pour le cinéma soviétique. Ils annoncent 106 000 figurants, 50 000 chevaux, mais bon après 11 000. Ouais, on sait que les communistes ont quand même deux choses qui les caractérisent, leur manque d'objectivité et de manger les enfants. Donc là, on peut peut-être remettre en doute la parole officielle du régime communiste. Carrément Fleuret, vous qui aimez bien les films d'aventure et le merveilleux, qu'avez-vous pensé de cette petite pépite, éditée dans une très belle édition d'ailleurs chez Artus Film, avec des bonus passionnants et un très beau livret? Oui, en effet, on peut déjà revenir avec sur une carte, ce qui est déjà pas mal pour comprendre le contexte de l'époque. On peut déjà revenir sur l'édition qui est absolument magnifique. Moi j'aime bien ces éditions de DVD Blu-ray accompagnées d'un texte plus des suppléments vidéo. Au-delà du fait que le Géant de la Steppe, édité en version française, est un bon gros film de propagande, pas très finaux à ce niveau-là. Il faut savoir en fait que Alexandre Pouchko c'est une vraie star à la base du cinéma d'animation. Il a beaucoup œuvré dans le cinéma de marionnettes, notamment. Un peu comme Carl Zeman en Tchéquie. Exactement, tout ça. Ouais. On le surnomme, à tort ou à raison, le Walt Disney soviétique ou le Ray Harryhausen soviétique. Mais bon, voilà, ça c'est vraiment pour la petite anecdote. Mais voilà, c'est vraiment les moyens ont été mis pour un réalisateur qui avait besoin de tout cela pour mettre en branle du coup une œuvre qui est à la fois si on délaisse le côté cinéma de propagande, qui est fait vraiment avec des énormes sabots, le discours de fin est là pour en attester, mais au-delà de ça il y a une vraie débauche de moyens pour mettre en œuvre, il me semble, un film qui est en même temps très ample de par la mythologie convoquée, le récit mythologique convoqué donc de ce personnage absolument central dans Ilya Mouromets, dans l'histoire ukrainienne. Je veux dire Élie le trop fort. Quoi. Voilà. Et en même temps une mythologie formelle, ou une mythologie on va dire un peu plus légendaire, à base de monstres. De dragons à 3 têtes, de géants, qui s'incorporent exactement dans le thème du merveilleux. Donc ça permet vraiment au film de se décupler d'un point de vue du genre, et en même temps c'est un film qui est extrêmement ramassé, 1h30, le film dure 1h30, il y a le film dans son montage est très particulier, dans le sens où les scènes ne sont jamais étirées à outrance. Du coup ça pourrait presque causer une espèce de perte de l'ambition épique et mythologique, et pourtant ça passe très bien parce qu'il arrive à trouver un équilibre entre cette densité du genre et puis ce resserrement formel. Alors bien entendu, quand je parle de densité du genre et cet aspect mythologique formel, c'est des cadres, c'est le premier film soviétique tourné en cinémascope, donc des cadres absolument magnifiques sur la nature. En softscope, parce qu'ils l'ont volé aux Américains, ils n'allaient quand même pas utiliser un truc d'impérialiste pour leur propre film. Donc la nature est extrêmement bien filmée, il y a des gros décors, il y a des très très beaux costumes, il y a des effets visuels qui sont assez... très très beaux trucs. Qui sont très surprenant, et en même temps il y a ce côté ramassé parce que l'histoire passe très très vite, 1h30, et parce que comme je disais, c'est l'effet de montage où on a l'impression qu'en fait la scène parfois peut être coupée de manière un petit peu abrupte, mais ça participe d'un rythme
du coup, qui se suit vraiment bien, et on sent que le film est fait pour le grand public, justement de 7 à 77 ans, pour que personne ne soit trop perdu. La caisse et de voilà, pas perdre, de pas se perdre dans le mythe. Voilà, c'est vraiment un film tout public. Donc voilà, du coup, il y a cette ambivalence, cette contradiction au cœur même du film, qui fait que le film est passionnant, si on délaisse bien entendu le côté propagande. Il y a même des traits d'humour, des relectures de Bambi, me semble-t-il. Oui. Il y a des traits d'humour qui sont un peu Et de concons. Blanche-Neige. De Blanche-Neige, pardon. Et des traits d'humour un peu concons, il y a des scènes chantées, il y a de la baston, il y a des monstres. Donc voilà, tout ça en 1h30, je trouve ça absolument admirable. Justine, donc apparemment j'ai raconté n'importe quoi sur Ilya Mouromet. Mais... Oui, Mouromet, ça veut dire l'homme qui vient de Mourmon en fait. Et Mourmon, c'est à côté de Moscou. Ah oui, du coup, les fameux Mormones. Mormones soviétiques, on les connaît bien. Ouais. Alors moi, je te rejoins complètement, Thibaut, hein, sur tout ce que tu as décrit. Seulement moi, ça m'a pas laissé la même sensation. J'ai quand même un espèce de recul qui vient très spontanément quand j'ai ce genre de film, parce que j'ai l'impression qu'à vouloir trop en mettre, le truc s'égare à certains moments, si bien que même si là on a quand même eu accès à une copie visiblement bonne, qui est plutôt dans l'origine, contrairement à ce qu'avait refait Roger Corman dans les années 60, qui est un film absolument atroce, qui avait été hyper découpé, là, le truc n'avait plus de sens. Là on a quand même l'objet remonté un par peu... Coppola à l'époque. Oui, il peut pas te coucher toutes les cases, notre ami Francis. Et du coup, là, je l'ai senti un peu lourd, en fait. Il y a quelques, quand même, passages plein de charme, avec notamment le main painting, moi, que je trouve vraiment très beau. Même les espèces de panneaux comme ça. Bon, des fois, c'est un peu le côté morphique de l'image. Là, je sais pas, ça grouille un peu trop derrière. Donc, je sais pas trop comment ils ont géré le fait de produire en scope. Mais dans tous les cas, j'avais l'impression d'avoir affaire à quelque chose qui dépassait l'ambition du cinéaste. Et en plus, là, je vais réinsister un peu sur le côté très propagande Coco, qui m'a parfois un peu gênée et un peu enlevé le plaisir d'avoir accès vraiment à la légende que moi je connais pas du tout, qui est une légende ukrainienne et russe, une légende soviétique sur ces chevaliers errants qui sont capables d'aller botter des culs un peu partout sur le territoire. Et du coup, j'avais pas l'impression de pouvoir accéder facilement à ça et me laisser plonger vraiment dans cet univers hyper fantastique, hyper mystique, hyper onirique en fait. Et j'avais juste l'impression d'avoir des gros sabots. Parce que pour le coup, c'est pas du tout occidentalisé, tu rentres directement dans le mythe où tu n'y adhères pas. Hein, complètement. Et puis de toute façon, dès les premières scènes, les scènes de présentation un petit peu des enjeux, c'est tout de suite ça. On a tout de suite cet énorme cheval et cet énorme cavalier qui fondent comme ça qui deviennent rocs, et puis il y a juste le temps de laisser l'épée magique avant pour aller sauver des preux en fait. Et pour la donner à un preux qui va ensuite aller essayer de sauver la patrie. Mais en fait, ce discours un peu là de sauver la patrie, il faut qu'on en fasse des caisses, j'avoue que ça m'a un petit peu laissé en retrait. Néanmoins, j'admire, comme toi Thibaut, le côté... on est quand même aussi capable d'en mettre beaucoup en 1h30, à mon sens un peu trop, mais il y a quand même des choses assez chouettes, et je pense que c'est pas forcément le truc le plus facile pour nous en tant qu'occidentaux de pouvoir d'avoir voir les clés ça. de lecture en tout cas, c'est pas facile, d'un... parce qu'il y a quand même énormément de personnages, il y a à la fois les Khans, il y a à la fois donc les Mongols, il y a à la fois les soviets de Kiev, il y a à la fois les soviets russes, tout cela bien sûr dirigé par des princes, des rois, des poucaves, de tout quoi. En fait, c'est vraiment un peu un melting pot comme ça qui peut laisser un peu en retrait, moi je trouve, malheureusement. Après le film date de 56, donc évidemment ça reste quand même une espèce de prouesse formelle et technique, évidemment, mais je n'y suis malheureusement pas assez rentrée. Voilà, merci. Donc c'est Le Géant de la Steppe de Alexandre Pouchko. Super édition. Ouais, super édition en tout cas. C'est vrai que moi c'est un cinéma que pour le coup je connais en termes de cinéma de propagande russe, je connais plus pour le coup les années 20, les années 30, et c'est vrai que les films post-seconde guerre mondiale sont un peu moins parus chez nous, à l'exception peut-être des grosses productions des années 60 de Boucharouk. Donc voilà, on va s'arrêter là dans cette bonne émission anticommuniste cette semaine, et on va passer au coup de cœur. Tout à coup, Jean-Michel Mimosé... C'est de la merde. C'est de la merde. Je voudrais que tout le monde s'imprègne. Merde. Tout le monde s'imprègne de cette... C'est vraiment la plus grande merde des merdes.
Carrément Floré, votre coup de cœur cette semaine. Alors moi ça va être La Résidence, film de 1969 de Chicho Serrador, l'un des grands patrons du cinéma de genre espagnol, qui n'a réalisé que 2 films, donc celui-ci et puis Les Révoltés de l'an 2000 que je conseille également. Donc voilà la cérémonie très beau. Qui est sorti il y a pas longtemps en Blu-ray d'ailleurs. La cérémonie n'importe quoi. La Résidence, voilà, très beau film gothique avec des petits instants giallo, voilà, avec une fin très surprenante. Très beau film, des beaux mouvements de caméra, des beaux costumes, tout ça, superbe décor. Et puis petit coup de cœur personnel, voilà, c'était l'ambiance généralement du Roazhon Park. En feu. Depuis jeudi, je n'ai retrouvé ma voix que à peu près aujourd'hui. Donc oui, c'est vrai que vendredi, tu as une petite voix. Hein, ah là là, oui, je n'arrivais plus à parler. Donc voilà, c'était magnifique. Bravo au Stade Rennais pour ce beau match et ces beaux matchs. Et bravo à nous. On espère que ça va continuer jusqu'à la fin de saison. Bravo à nous, bravo à vous. Belle envolée. Bravo au peuple rennais. Au peuple rouge et noir. Voilà, merci Thibaut. Justine. Alors ça va être La plus secrète mémoire des hommes, qui est un livre paru l'an dernier de Mohamed Bougarsar, un écrivain sénégalais mais qui écrit en français, francophone. Et donc c'est son 4e livre. Il est paru conjointement dans une petite maison d'édition au Sénégal et une petite maison d'édition en France. Le livre a eu le prix Goncourt, pardon. Ce qui fait que c'est pas du tout le truc vers lequel je me serais dirigée. C'est plus le Renaudot, toi, parce que tu préfères Houellebecq. Aucun prix, mais visiblement là je deviens un petit peu vieille, donc peut-être que je commence à me fier au prix des uns des autres. Et donc ouais, c'est vraiment un super bouquin sur un jeune écrivain sénégalais qui découvre un livre mystérieux, et donc voilà, tout ça va drainer. L'écriture est assez folle, c'est hyper à la fois hyper ambitieux et hyper fin, voilà, donc je le conseille à fond. Merci. Maxime. Moi, je vais rester dans la thématique film de guerre avec Un homme de trop de Costa Gavras, que j'ai découvert. Enfin, je connaissais très peu de son deuxième long métrage. Ouais, je connaissais assez peu d'œuvres de Costa Gavras, hormis L'Aveu et Z. Et du coup, un très beau film de soldats. Un film de maquis qu'on n'a pas dans beaucoup. Le Cantal. On n'a pas beaucoup en France, et avec le plus gros casting des années 60. Il y a Bruno Kremer, Jacques Perrin dont on a parlé, mais aussi Jean-Claude Brialy, Vanel, Brasseur, Gérard Blin, Pierre Kéventy, Charles Venel aussi. Oui. Enfin bref, un truc assez dingue. Formidable comme film. Que je recommande vraiment. Très bien, merci mon cher. Alors moi rapidement, ce sera Smoke de Wayne Wang, coécrit par lui-même et par Paul Auster, film de 1995 avec Harvey Keitel et William Hurt. Et voilà, c'est le genre de cinéma que j'adore. Des gens qui vont dans un bureau de tabac, qui fument des cigares, qui passent leur temps à parler, à boire des buds et du café. C'est absolument merveilleux et c'est un très très bel hommage à Brooklyn notamment. C'est un magnifique film. Merci à Valentin la technique, merci messieurs, merci mademoiselle. On se retrouve la semaine prochaine donc pour parler de meurtriers et d'ambulance avec le retour d'El Miguel Bay. D'ici là, portez-vous bien. Prochaine édition. Ah ciao, bonsoir. Salut. Bonsoir. Bonsoir.